suis arrivée du Mexique il y a 12 ans, 20 août. Je m'appelle Sarah, je viens de l'Algérie et je suis technicienne de laboratoire. Je suis arrivée le 15 septembre 1982, donc ça fait 37 ans déjà. On a visité le Canada, on est allé à Vancouver et ici à Montréal et Québec. Alors lorsqu'on est venu, vraiment, on a aimé le côté Montréal, le français, le côté peut-être latin, je ne sais pas, mais... Et nous avons quitté notre pays à cause de la guerre, parce que la vie était très difficile pour nous. J'ai migré parce que j'ai rencontré un Québécois qui est allé travailler pour le métro de Mexico. J'ai reçu une lettre du bureau de réfugiés. La lettre, elle m'a dit, est-ce que tu aimes aller au Canada? J'ai répondu oui. J'ai commencé des études de doctorat à l'Université Laval. Alors c'est là, on s'est retrouvés en 2012 à Québec. Oui. On a sorti ensemble pendant 2 ans et demi. Et après, il m'a demandé de me marier avec lui et venir vivre au Canada. Bon, là, 12 ans après, là, je suis complètement québécoise, canadienne, puis mexicaine en même temps. Chaque personne a une histoire de vie quand même. Mon père, quand j'allais au Mexique, il me disait « Mais mon Dieu, tu as tout appris ça dans les livres ?» J'ai dit « Non, je l'ai appris avec les gens. » Si, les contacts avec les gens, c'est une richesse. Moi, j'adore voyager, j'adore, même si c'est par les récits, par des photos, par un documentaire, je trouve que apprendre sur les autres cultures, c'est un enrichissement. Et de nos côtés, comme souvent j'entends les Québécois dire, on est bien chez nous. Si ça nous permet aussi de nous rassurer et de voir que dans le fond, on est plaignard, mais on est bien chez nous. Je suis Chantal Soumoro, agronome. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça se fait que tu t'es ramassée à Saint-Hyacinthe? Je me suis retrouvée à Saint-Hyacinthe dans le cadre de l'emploi. En fait, j'ai eu un emploi à la Fédération de l'UPA de la Montérégie en 2009. Et c'est ainsi qu'on a déménagé, ma famille et moi, à Saint-Hyacinthe. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons rencontré la première personne, la maison de la famille de Mascotin. Il a nous aidé beaucoup. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé beaucoup de difficultés. Et la première difficulté était la langue, le français. Pour nous, c'est très important que la famille réussisse à bien s'intégrer, pas juste les pères à un emploi ou la mère aux études ou à la francisation ou l'enfant à l'école, c'est tout ensemble. Parce qu'on sait que quand la personne est contente à son travail, quand la femme est contente dans son réseau ou dans un autre emploi, quand l'enfant réussit son école puis est content, bien, la famille va rester. Pourquoi tu es parti du Mexique pour venir ici? C'était pour étudier. En fait, mon mari a fait sa maîtrise, son doctorat, son postdoc à l'Université McGill, à Montréal, à l'ouest de l'île. Et moi, j'ai travaillé à l'Université McGill dans une entente de collaboration avec l'Université nationale du Mexique. L'idée, c'était de faire juste une maîtrise. Mais après, nous nous sommes très bien adaptés. Et j'ai eu 2 enfants ici au Canada et j'avais déjà une fille. Donc après 3 enfants, quelques années de travail et des études, nous avons décidé de rester. Pourquoi tu es à Saint-Hyacinthe? Est-ce que tu aimes Saint-Hyacinthe? Oh, j'adore Saint-Hyacinthe. Dans le fond, c'est la job qui a fait que je me suis établi aussi. Mon ex-copine aussi. Elle était de Saint-Hilaire, pas trop loin. Fait que ça m'a amené dans les environs, dans le fond. Puis là, de là, j'ai trouvé une job ici que j'aime beaucoup. Puis depuis, je suis à la job. Fait que je suis établi ici. Et oui, j'aime bien Saint-Hyacinthe. C'est une très belle ville, très belle ville. Autant que maman, les priorités changent. On cherche vraiment une ville calme, une ville
on cherche le meilleur pour nos enfants. Et on a trouvé ça à Saint-Hyacinthe parce qu'on a le loisir, on a tout ce qu'il faut vraiment pour l'épanouissement de nos enfants. On a beaucoup d'organismes de soutien aussi, puis on a la chance de participer concrètement pour le changement de la société et l'amélioration de la société. Saint-Hyacinthe, c'est un pôle d'accueil. Alors depuis 1999, nous, on a ouvert les portes ici pour faire l'accueil et l'établissement de nouveaux arrivants. Donc, on est une terre d'accueil. Ça a été ouvert justement pour les programmes de réfugiés pris en charge par l'État. Je pense que les Mascoutins sont quand même assez innovants pour s'éveiller en 2006 et dire on va créer une organisation qui va nous permettre d'aller attirer des gens qui viennent de partout. Au départ, c'était interrégional, interprovincial, international. Mais pour être honnête avec toi, et tu le sais, le maire Corbeil a essayé beaucoup pour aller attirer tous ces travailleurs. Finalement, c'est beaucoup les personnes issues de l'immigration qui viennent, qui adoptent la région. Et nous, juste en 2018, on a eu 38 ethnies différentes. Donc, une belle diversité. Donc, c'est ça notre mandat, aller attirer des gens. On va principalement dans la grande région métropolitaine de Montréal, Laval, Longueuil, Montréal comme tel. Ce matin, Claudia était à Horizon Carrière, moi j'étais au collectif. Et nous, qu'est-ce qu'on leur explique? C'est qu'on est une belle région qui désire avoir des gens qui viennent pour adopter la région, mais s'enraciner. On veut des gens qui restent, on ne veut pas des gens qui viennent et s'en vont. Je suis à Saint-Hyacinthe depuis 2010. Pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire? En fait, moi, au départ, j'avais un peu le goût de l'aventure, mon conjoint et moi. Et puis, quand on a décidé d'aller vers un autre pays, on voulait choisir un pays où on parle français parce qu'on est francophone, c'est la langue officielle. Et puis, on a vu qu'au Québec, oui, on parlait français, mais en plus, c'était un pays qui avait quand même des valeurs. Et puis quand on voit tout l'arsenal juridique, le tissu social, nous, on a voulu venir au Québec et puis on a fait notre procédure. On a été choisis par le Québec parce que pour nos diplômes, nos compétences et tout. Et on a préparé notre venue. On est arrivé directement à Saint-Hyacinthe parce que mon conjoint est agronome de formation. Donc on s'est dit, bon, on vient à Saint-Hyacinthe et puis bon, on verra. Et puis on a eu du travail tous les deux en arrivant. Je suis géographe. J'ai commencé à Mexico. Mais quand je suis arrivée ici, évidemment, on ne reconnaît pas nos études. Et moi, j'étais à moitié. Je n'avais pas fini mon diplôme universitaire. Donc, le ministère de l'Immigration m'avait donné collégial 1, ce qui m'a beaucoup choquée et énervée. Parce que je dis pourquoi, si j'avais déjà une carrière quasiment... ici, c'est 300, au Mexique, c'est 5 ans d'université. Donc, finalement, j'ai commencé pour apprendre à écrire et à parler le français. Et c'est ma prof de français à l'éducation des adultes qui m'a dit « Tu devrais aller à l'université, ton niveau, c'est pas à l'éducation d'adultes. » Donc, j'étais allée à l'UQAM directement et le directeur du département de géographie il a reconnu une année de mes études au Mexique. Et par la suite, j'ai fait 2 années ici pour avoir mon bac. J'ai fait un bac en géographie, mais en socioculturel spécialisé en immigration. Au niveau de l'intégration, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des difficultés quand même? Je dirais la difficulté principale, c'est au niveau de l'emploi. Parce que même si on est sélectionné parce qu'on a des compétences, des diplômes, sur le marché du travail, les employeurs ne vont pas reconnaître nos diplômes. Donc, à compétences égales, la priorité va toujours être donnée à quelqu'un qui a fait ses études ici. Moi, j'avais fait une formation juridique au départ. Donc, j'étais conseillère juridique en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée ici, c'est sûr que le droit n'est pas pareil. Il fallait recommencer au complet, mais j'ai voulu plutôt me reconvertir. Ça ne me tentait pas de reprendre l'université. Et puis, j'ai commencé à travailler à Forum 2020, où je travaille depuis mon arrivée. Donc, c'est parce que c'est en relation d'aide, et puis moi, j'aime ça, travailler avec les gens. Donc, je n'ai pas de diplôme. J'ai étudié secondaire 5 en Syrie. J'ai étudié à l'école agriculture
mais je n'ai pas de diplôme. Maintenant, je travaille dans une entreprise qui s'appelle VF Plastique, sur la rue Casavant, comme opérateur. J'ai fait mon CV pour envoyer à autre entreprise pour obtenir un bon salaire. Mais tout le monde m'a demandé 55 du Québec. Je n'ai pas une preuve. Les gens maintenant, qu'est-ce qui est différent d'avant? C'est qu'ils peuvent entamer le processus d'immigration et de reconnaissance en même temps. Autant l'étude comparative des diplômes du ministère de l'Immigration, souvent ils faisaient une fois arrivés ici, maintenant il y en a qui arrivent avec l'étude comparative. Par exemple, Desjardins, au niveau finance, ils vont demander l'étude comparative. Ils l'exigent parce qu'ils veulent savoir si la personne a le diplôme. Donc si la personne a fait ses démarches avant d'arriver, c'est sûr que c'est gagnant. Donc tu vois, dans ce sens-là, il y a des efforts, mais ça demande des efforts et de l'État, et des autres, et de la personne. On est venu à Montréal, une grande ville, on était perdu un petit peu, on s'est débrouillé tout seul, on ne savait pas vraiment à qui parler, à qui demander de l'aide, à qui demander le soutien. Et un jour, je suis tombée sur un organisme qui s'appelle Carrefour Blé. Eux, là, on m'a parlé de la régionalisation. Fait que Québec, c'est pas juste Montréal. C'est vraiment grand, c'est beau. On a eu la chance de visiter pas mal de régions et je suis tombée en amour avec Saint-Hyacinthe, la ville de Saint-Hyacinthe. Et c'est là que j'ai commencé à vivre vraiment au Québec parce que je me suis impliquée socialement, parce que je suis en train de réaliser mes rêves à tous les jours. Je te dirais que moi, je parle beaucoup de notre recette. Quelle est notre recette pour réussir l'intégration ou l'inclusion des personnes immigrantes? Nous, ce qu'on fait, c'est accueillir les familles, puis les aider à s'intégrer à leur société d'accueil et en même temps sensibiliser la population pour réussir une inclusion. Alors que d'autres partenaires comme Forum 2020 ou comme Espace Carrière, eux autres, Espace Carrière va travailler l'employabilité, puis Forum 2020 va travailler la régionalisation. Depuis 1989 jusqu'à maintenant, je travaille dans mon domaine en immigration, régionalisation. Saint-Hyacinthe, c'est ma série sur les sondés. Parce que j'ai décidé de terminer ma carrière en régionalisation. J'ai travaillé en formation interculturelle, gestion de diversité culturelle, j'ai voyagé à travers le Québec à faire des formations. Donc ici, c'était le fait d'attirer des gens vers la belle région. Donc je trouve ça c'est un bon défi. C'est un doctorat en microbiologie agroalimentaire. Ouais. Nous avons étudié les deux, on peut dire que génie agroalimentaire. Oui, ouais. c'est noté. Alors, mais on avait étudié pas mal avant de venir ici. On savait la région de Montérégie, on connaissait Saint-Hyacinthe de référence. Mais bon, mes études étaient là-bas, alors on est arrivé en premier là-bas. La tranche immigrante de la société québécoise, c'est une immigration sélectionnée. Donc, c'est des gens qui arrivent avec un bon background, avec un très bon bagage. Il y a des gens qui ont fait des études universitaires très avancées. Fait que déjà ça, les compétences, les langues, ça va faire un pays très riche en langues. Un melting pot un jour comme les États-Unis, pourquoi pas, mais avec plus de paix. Donc, et puis la générosité. Lorsqu'on est parti du Venezuela, c'était vraiment l'insécurité ce qui nous a poussés. Oui. Moi, j'étais professeur à l'université, à la plus grande université du Venezuela. Lui, il était directeur des ressources humaines. On était très bien, en réalité. Oui, mais l'insécurité, à un moment, moi, j'étais, on peut dire, on m'a volé avec un pistolet
c'était vraiment des Vraiment situations. la décision pour partir. Alors, c'est comme ça on a commencé à dire, bon, où on pourrait mettre nos compétences et qu'on puisse être légal. Ça, c'était aussi le premier. Oui. Et qu'on aime l'endroit. C'est pour ça qu'on est venu en 2009. Au début, c'était difficile parce que nous ne parlions pas français. Mais nous étions aussi à l'ouest de l'île de Montréal. Donc l'environnement était anglophone. Donc on n'avait pas vraiment l'opportunité de pratiquer le français. Mais nous avons pris des cours de français parce que c'est une langue intéressante. En fait, c'était ça un peu la décision de venir au Canada au lieu d'aller faire des études aux États-Unis. C'est parce que nous voulions une ville avec multiculturelle et nous voulions apprendre le français. Nous avons besoin d'un programme pour les grandes familles plus facile pour apprendre le français. Pour les femmes, parce que nous avons, toutes les Syriennes avons une grande famille. Pour le programme, les femmes, elles doivent partir à 8 heures le matin jusqu'à 4 heures le soir. C'est difficile, très difficile pour nous. S'il y a une solution pour nous, nous voulons dire merci au gouvernement. Il n'y a pas de temps pour étudier, pour faire ses devoirs. Elle doit cuisiner. On est arrivé avec la visa de résident permanent. Ça veut dire que c'est vraiment pour travailler. Mais dans les moments que moi personnellement arrivé ici, je ne parle pas français. Mon niveau était vraiment bas. Il a commencé ses études à l'université et j'ai commencé à chercher l'emploi dans notre domaine des études, qui est agroalimentaire. Et dans ce moment, j'ai trouvé un emploi comme journalier dans une usine des aliments. Et ça m'aidait beaucoup à commencer à parler le vrai français québécois et directement dans les emplois associés à notre domaine. Nous n'avons jamais parlé français quand nous sommes arrivés ici. Et la deuxième difficulté, le métier ici, l'hiver, parce que nous sommes arrivés en février, la température était moins 25 degrés ici. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi dans le quotidien depuis que tu es à Saint-Hyacinthe par rapport à la maison? Ah, l'hiver. C'est l'hiver parce qu'en hiver, je trouve ça vraiment long. C'est sûr que tout le monde dit qu'il faut faire des activités, il faut sortir, mais quand on pense qu'on vient d'un pays où il fait chaud tout le temps, on n'a pas besoin de regarder la température avant de sortir, ça c'est ce qui est plus difficile, je dirais. La température. Ça, c'est... On vient de l'Amérique du Sud, ici on a l'hiver. Et normalement on arrive pendant l'été, mais c'est très, très facile. Mais le premier hiver à la ville de Québec à moins 42, avec sensation thermique de moins 50, ça c'est... Oh là là. On m'a envoyé des messages à la famille et personne ne croit la réalité qu'on a. On sortait à la rue et on ressemblait des ours. On mettait tous les manteaux du monde et je ne comprenais pas comment ici les gens, c'était seulement leur manteau et tu enlèves ça et voilà. Pour nous, c'était non, on ne peut pas. On ne peut pas. La première fois, c'est comme marcher dans la lune. On a marché vraiment de façon difficile. J'arrivais au coin de la rue et j'ai dit non, ça ne marche pas. Je dois retourner et retirer au moins 4 choses différentes que j'ai plié place. Mais c'est vrai que pour nous, l'hiver, c'est une façon de comprendre pourquoi le Québec et le Canada est comme il est. Tu dois planifier beaucoup les choses en avant. Dans l'Amérique latine, si tu aimes manger des fruits, seulement tu vas aller à l'arbre et tu vas trouver les fruits. Ici, tu dois planifier dans quel moment tu vas faire ça parce que la saison vraiment pour obtenir les produits, c'est trop court. Et on vient du secteur agroalimentaire et ici, le secteur agroalimentaire est vraiment bien planifié et on aime ça.
D'ailleurs, moi, je me dis mexicoise, parce que quand on apprend à aimer pas un Québécois, mais les Québécois et le Québec, ça m'a permis d'être fière d'être québécoise, parce que je trouve que c'est une culture justement qui nous donne l'exemple de survie, de lutte pour ses racines, pour sa langue, pour sa religion, même si maintenant on n'est plus pratiquant. Mais longtemps, les Québécois ils sont battus pour garder langue, culture et religion. Et ça, je trouve que dans une minorité, même rares sont les pays où on voit des minorités qui luttent avec autant d'intensité pour avoir fait une révolution tranquille, des institutions et avoir le Québec qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est fiers et je suis fière de vivre avec un peuple qui respecte cette diversité culturelle, qui se respecte aussi comme culture. Je pense que les Québécois, ils sont fiers d'être Québécois, mais à la fois, ils sont ouverts pour dire « Gardez votre patrimoine, nous, on s'est défendus et lutté pour le conserver. » Donc, cet aspect de... Si, dans le fond, ils ne sont pas colonisateurs, ils ont un esprit plus ouvert que si on va en France ou aux États-Unis. L'intégration est complètement différente. Et c'est ça que le Québec donne comme le goût de garder ce patrimoine culturel, à la fois acquérir la culture québécoise, les valeurs québécoises. Et je me suis dit, bon, je vais continuer à être ambassadrice parce que ça me permet de défaire des préjugés de tous les côtés. Et quand on parle d'immigration, c'est beaucoup de culture. Hein? Moi, j'ai travaillé ça fait depuis 1989 que je travaille en immigration. J'ai côtoyé toutes les cultures que tu peux imaginer et j'ai appris à connaître les gens, j'ai appris à laisser les préjugés. Donc, je pense que Saint-Hyacinthe peut que s'enrichir. Si, de belles journées comme aujourd'hui, que tu vois les voisins, que les gens sourient. J'ai vu des couples mixtes. C'est beau de voir ce Québec-là. Je trouve que le Québec est unique. Est-ce qu'il y a eu des difficultés du fait que tu étais une minorité visible quand même? Moi, pour vrai, non. J'ai jamais eu je me suis jamais senti visé ou jamais senti exclu ou quoi que ce soit. Je veux dire, non, j'ai jamais eu de problème. Je me suis jamais senti à part ou quoi que ce soit. Je me suis toujours quand même assez bien intégré. Puis moi, je suis quand même quelqu'un de très sociable. Fait que non, mon parcours à date a toujours quand même assez bien été. Je dirais non, j'ai pas senti ce côté-là. Mes enfants non plus. En fait, comme je dis, j'étais très chanceuse peut-être, mais je pense que c'est ce qui est réel. J'ai côtoyé et je côtoie des gens qui sont très aimables, qui sont vraiment intéressants, qui veulent comprendre un peu d'où on vient, qui partagent vraiment l'expérience qu'ils ont avec ce que nous on a vécu. Et puis, non, je n'ai jamais vécu de racisme et puis mes enfants non plus, non. On a été très bien accueillis et puis moi, j'aime le dire, j'ai des familles au Québec, j'ai des sœurs au Québec, j'ai une mère au Québec et puis je suis vraiment bien intégrée. On est un des 7 organismes à travers le Québec qui avons un des projets qui a eu le plus de succès dans ces domaines-là. C'est le projet des jumelages interculturels. Alors, nous, on choisit des familles mascoutaines de la région qui veulent s'impliquer dans l'intégration des gens. Alors, quand une famille arrive, peu importe, va avoir besoin d'une intégration plus technique, qu'on appelle, qui est la paperasse, etc. Quand tout ça est fait, on va les jumeler avec des familles lesquelles on a trouvé que peut-être ça pourrait marcher. Ils ont les mêmes intérêts, ils ont les attentes des deux côtés. Il semble que ça va bien aller. Alors, on les met ensemble. Puis, les familles vont aider dans tout ce qui est l'intégration socioculturelle. Nous avons participé à la fête de Noël avec ma famille jumelée, Madame Francine. Je vous dis un grand merci à la famille Francine Laniel et son mari. Oui, la famille Alderi est arrivée dans le programme Les réfugiés pris en charge par l'État. Alors, toute famille qui vient comme réfugiés et qui sont résidents permanents à l'arrivée.
C'est des familles qui ont passé pour un deuxième pays. Donc, la famille est passée par, il était en Syrie, partie par le Liban. Et de Liban, ils font toute la démarche là, pour venir ici. Donc, dans le questionnement de ce processus, il n'y en a pas, vous venez pour l'emploi, c'est la vie qui est en danger, puis ils ont besoin, là, le deuxième pays, c'est un espace temporaire. Alors, une fois qu'ils arrivent ici, ils vont commencer la vie, là, à l'intégration, l'accueil, tout ça. Donc, c'est le programme de réfugiés pris en charge par l'État. Donc, le gouvernement fédéral est responsable jusqu'à l'arrivée au Canada. Nous sommes passés 2 jours là-bas, à Montréal, pour préparer le dossier, l'assurance sociale, tous les documents. Après, nous sommes venus à Saint-Hyacinthe, parce que le gouvernement, il a nous envoyé à Saint-Hyacinthe pour vivre ici. Pour mon mari, c'était pour l'immigration en général, ça prend entre 3 et 5 ans. Et pour le regroupement familial, entre 7 mois et 15 mois. C'est sûr que pour moi, en voyant tous les processus, les différentes catégories d'immigration, je vois qu'il y a une disparité des services dans l'accueil. Disons que un travailleur va appliquer, va arriver, il a le droit à certains services. Une personne qui arrive avec un statut de réfugié a le droit à d'autres services un petit peu plus poussés. Les gens qui sont des demandeurs d'asile, par exemple, vont arriver ici et ils ont bizarrement moins de services que les personnes réfugiées. Alors, il y a cette disparité qui fait en sorte que les personnes qui arrivent avec certains statuts sont beaucoup plus vulnérables. Alors, disons, si il y a un demandeur d'asile qui arrive, mais il n'a pas le droit à une certaine allocation qu'une personne réfugiée a le droit, par exemple, là, cette personne est beaucoup plus vulnérable. Ils n'ont pas le droit à certains services pendant une période de temps. Alors, nous, à la Maison de la Famille, on essaie de venir combler ces inégalités, dans le fond, des statuts migratoires avec des services qui soient ouverts pour tous. Parfois, on peut croire que les personnes qui sont des travailleurs permanents viennent ici et peut-être parce qu'ils ont un niveau de scolarité plus élevé, parce qu'ils viennent ici avec leurs propres économies, on peut penser qu'ils ne sont pas nécessairement aussi vulnérables, sauf que quand tu arrives à un pays, ben, on ne contrôle pas tout. Hein? Alors, on voit des familles qui, par exemple, ils ne réussissent pas à trouver un emploi ou si, pendant les 3 premiers mois de leur arrivée, ils n'ont pas de services fournis de santé. Puis, lorsqu'un enfant est malade, ben, les comptes montent assez rapidement. C'est sûr que les professionnels, les gens, on peut dire, qui ont réussi à avoir un bon emploi, qui ont réussi, les enfants vont au soccer, ils parlent aux voisins. C'est sûr, ces gens-là, ils deviennent comme moi, mexicoise. Moi, j'ai rien à dire. Moi, je parle à mes voisins, j'ai pas de conflit, ça va très bien. Mais je ne peux pas te cacher que lors de ce diagnostic, il y en avait qui, dans les lieux de travail, nous parlaient d'harcèlement, d'intimidation, même parfois discrimination et racisme parfois. Mais c'est très rare. On ne peut pas dire « wow », non. C'est un peu à l'image de partout. Si je viens du Mexique, et au Mexique, on est classiste et raciste aussi. Oui, au Québec, on est moins classiste. Parce qu'il n'y a pas tant de stratus social, mais au Mexique, il y a vraiment des grands stratus sociaux. Donc les gens, parfois, si tu ne viens pas de la bonne classe sociale, on te voit à travers. Et parfois, c'est associé à ta couleur de peau. Donc, tu vois, dans tous les lieux, il y a des choses de discrimination, de sexisme, d'homophobie. Il faut en parler, sexisme partout. Mais c'est sûr que nous, Saint-Hyacinthe, si on désire vraiment continuer dans un projet de société pour faire en sorte de continuer à être une belle région dynamique économiquement, population, et commerce, etc., mais c'est important l'ouverture. C'est sûr que Côte d'Ivoire,
Québec, Saint-Hyacinthe, c'est très différent. Niveau température déjà, il a fallu s'adapter aux hivers. Très intéressant avec les enfants, il faut aller jouer dans la neige, on a appris à faire ça. Et puis au niveau culinaire, beaucoup de découvertes, beaucoup de partages. Bien, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, essayer de vraiment combiner un peu ce qu'on a comme culture culinaire avec ce qu'on découvre ici au Québec. C'était vraiment un bel apprentissage et puis je pense qu'on évolue là-dedans et puis c'est vraiment très intéressant. Beaucoup diversifié en termes de, je dirais, ce qu'on a pour cuisiner, ce qu'on découvre. Hein. Il y a plusieurs communautés, donc on découvre plusieurs choses aussi. Est-ce que tu as senti une acceptation immédiate ou ça a pris du temps avant que tu te fasses des amis et tout et tout? Non, nous n'avons pas eu de problème. L'ambiance où nous étions était très, très favorable. Et non, rien. C'était... Quand on a eu une petite différence, c'est quand nous sommes arrivés ici à Saint-Hyacinthe. Et là, je me sentais un peu plus différent parce qu'à l'ouest de l'île de Montréal, c'était un ambiance très multiculturel, et plus au collège McGill, McDonald de McGill, c'est très international. Et ici, c'était comme plus francophone vraiment. Donc, c'était une petite différence, mais non, nous sommes très bien intégrés, surtout avec les activités sportives des enfants. Le soccer, le hockey, on a toujours l'opportunité de parler aux autres parents et pas de problème non plus pour le travail. Donc, c'était, oui, un effort d'apprendre le français, aussi de monter petit à petit dans l'échelle, dans le travail. Donc, c'est de l'effort, mais je me sentis bien. On a un projet de rapprochement interculturel. On a plusieurs axes. C'est sûr que Failles de quartier, on trouvait que c'est la meilleure manière de se parler, d'échanger, de dire à nos mascoutins, on est là pour vivre ensemble, on est là pour apprendre à se connaître et on est un enrichissement, on n'est pas un fardeau. Donc ça, c'est les Failles de quartier. On a aussi des petites activités en entreprise sociale, pas dans l'entreprise, mais des 100 cassettes, ça peut être dans les épluchettes de blé d'Inde, ça peut être n'importe quelle action sociale pour faire en sorte que les gens qui travaillent à tous les jours, côte à côte, mais qui ne se parlent pas, ils s'échangent aussi. J'essaye de donner de mon temps, j'essaye d'être comme une Québécoise, j'essaye d'être empathique, de comprendre les autres, d'être utile à la société avec les enfants de mes amis, avec les amis. Déjà, Forum 2020, l'organisme Benoît, la maison de la famille des Mascoutins, le bureau de Madame Brigitte Sans Souci, le Parti libéral aussi. Je ne m'implique pas politiquement, mais c'est vraiment le côté social parce qu'on est là pour aider les nouveaux arrivants qui ne parlent pas bien le français à remplir leurs formulaires, à faire leurs affaires, des inscriptions des enfants à l'école, à l'hôpital, des fois au CLSC, prendre des rendez-vous et tout. Leur montrer les ressources qu'il y a dans la région et en profiter. On ne peut pas s'asseoir juste sur un volet de l'intégration. On entend beaucoup parler d'emplois, des pénuries de main-d'œuvre. Et c'est très valide, c'est un des défis de la société québécoise présentement. Cependant, pour qu'une personne soit bien intégrée à la société, il n'y a pas juste l'emploi. Il y a aussi toute la question des lois, certes, les intérêts, le lien d'amitié qui est formé avec des personnes de toutes origines, pour éviter précisément d'isoler cette personne-là, puis vraiment réussir l'inclusion des deux côtés. Comment ça se passe l'intégration à Saint-Hyacinthe et ta famille? Bon, on est arrivé en 2009. Je dirais Saint-Hyacinthe, une belle ville par rapport à Montréal, une ville familiale. Donc, on a tout de suite apprécié vraiment le cadre dans lequel on est venu. Et puis, les familles et les enfants se sont très bien adaptés dans les écoles. En tout cas, on a trouvé ça très intéressant, plus familial en tout cas.
On avait plus de temps pour les enfants, ils avaient des amis, on avait des jeux, en tout cas très appréciés comme ville. Plus que des efforts, je pense que c'est vraiment de participer à des activités quotidiennes de la ville. Si la ville te demande de participer à une activité pour aller à la rue et profiter et de partager avec des personnes qui sont d'ici, des Québécois d'origine, tu peux trouver beaucoup de choses qui sont communes. C'est la fierté de tes origines, la fierté des origines latines. Et ça va aider beaucoup, ils sont ouverts. On a beaucoup de clichés qui ne sont pas vrais, associés à que les Québécois sont fermés. Ils ne sont pas, c'est pas vrai. Ils sont vraiment ouverts. Ils sont ouverts à la diversité, mais à la diversité qui respecte sa culture et qui respecte aussi la façon d'être différent dans une Amérique du Nord qui parle français. Ça c'est une réalité. Tu ne peux pas arriver partout à parler ton langue d'origine, parce qu'ici ça parle français, tu dois faire les efforts pour parler le français et pour profiter de toutes les choses que la culture québécoise peut offrir. Pour moi, je dois respecter les valeurs et les cultures des Canadiens. Et elles aussi, ils doivent respecter notre valeur et notre culture aussi. J'ai respecté tout le monde. J'ai beaucoup d'amis québécois et colombiens et partout au travail, à l'école aussi. Tout le monde égal. Qu'est-ce que l'immigration amène au Québec? Je pense que cette société québécoise est très unique. Je vais souvent au Mexique et je trouve qu'ici, au Québec, on a une ouverture vers les mondes. On apprécie les différentes cultures. Dans la plupart, comme tu dis, il y a toujours, on peut toujours s'améliorer, mais je trouve que les personnes ont a priori une tendance à bien accueillir les gens. La ville de Saint-Hyacinthe a fait un grand effort pour monter la population, parce qu'elle aimerait arriver à 60 000 habitants. C'est une petite ville, mais c'est une petite ville qui travaille beaucoup pour accueillir la diversité. Il est ouvert à la diversité, il est ouvert à l'interculturalisme. Et ça, on l'aime beaucoup. Parce que dans les moments qu'on participe à des activités de la ville, on sent qu'on est masculin. Ce n'est pas des activités pour seulement les immigrants, c'est pour les activités pour la ville. Mais c'est vrai que tu, comme citoyen, tu dois faire l'effort pour aller participer à des activités, parce que tu peux partager ta façon de voir les choses et ça va aider à la communauté aussi à améliorer. Qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer, tu penses, pour l'intégration, au fond? Moi, je dirais que ce serait une meilleure ouverture des employeurs et puis pour que les gens, quand ils arrivent, ils se heurtent pas à un mur. Parce que la désillusion est grande quand on pense qu'on a été choisi par le Québec parce qu'on va occuper un emploi dans son domaine de compétences et puis qu'on se rend compte que non, nos compétences ne sont pas reconnues. Donc, ce serait ça, l'ouverture, surtout en emploi, qui aiderait les gens à pouvoir s'épanouir professionnellement et puis dans tous les domaines. Mais nous, on est très contents et très fiers parce qu'on a un des taux des permanences ici, dans la région, très élevé, un des plus élevés. Je te dirais qu'après un an, il y a environ 95% de personnes qui restent. Puis, ceux qui ne restent pas, c'est parce que leurs emplois sont tellement spécialisés qu'ils doivent vraiment aller ailleurs. On a eu, par exemple, une famille où le père était un musicien, puis pour lui, c'était très difficile à Saint-Hyacinthe. Alors, il a déménagé à Longueuil pour être plus proche de Montréal. Puis, ces cas-là, ou des cas où il y a la famille ailleurs ou en Ontario, c'est très commun. Puis, après 5 ans,
Je te dirais environ 90% des personnes qui sont restées. Puis là-dedans, il y a beaucoup aussi des jeunes qui partent aux études ou des gens qui disent ben, finalement, mes amis en Ontario m'ont dit que c'était mieux, puis ils s'en vont. Donc, il y a dû avoir quand même des difficultés d'adaptation aussi? Bien, je dirais que moi, je suis été très chanceuse parce qu'au niveau de l'emploi, j'ai eu vraiment des collègues qui ont été très aidants au niveau de l'intégration et puis, en tout cas, partage d'informations. Ça fait que ma famille et moi, je pense que ça a été très facile pour nous. Et puis, on essaie de partager l'expérience avec ceux qui arrivent aussi pour que ce soit de plus en plus facile parce que plus on est nombreux, plus facile c'est l'intégration que quand on se retrouve tout seul. Les difficultés, c'est entre nos deux oreilles. Là où il y a le bien, il y a le mal et vice-versa. Partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle des obstacles. Mais les pires sont ailleurs, sont pas au Québec. Tu es content que ton père t'a amené ici ou tu aurais aimé mieux rester là-bas? Parle-moi un peu de ça. Non, moi, écoute, je suis content qu'il m'a amené au pays. Parce que j'avais quand même un autre frère qui était au pays, moi, un demi-frère qui était plus avec ma mère. Puis je lui ai parlé à plusieurs reprises, à maintes reprises. Puis c'était pas facile la vie qu'il vivait là-bas. Puis lui, il avait l'air il me disait souvent que j'étais chanceux, moi, d'être au Québec. Puis fait que de là, j'ai pensé à un paquet d'affaires. J'ai vu beaucoup les pour et les contre. C'est sûr, j'aurais aimé ça être là-bas, mais non, je regrette pas d'être ici, puis qui m'a amené au Québec. Puis non, On est des personnes qui veulent, dans le fond, on a le même but. La famille, les mêmes valeurs. La famille, on veut travailler, trouver un bon travail, faire de son mieux, partager avec des autres personnes, être sociable. Alors, c'est vraiment des choses... Nous, on cherche les choses qui nous rapprochent. Il y aura toujours quelqu'un qui a eu des difficultés, c'est normal. Mais on n'est pas des extraterrestres. On a des... et je pense que c'est aussi... Peut-être aussi le Venezuela aide aussi parce qu'on vient d'un pays qui a reçu beaucoup de migrants. Alors, on était habitués à être tous les jours avec des Italiens, des Portugais, des Espagnols. Alors, c'est ça aussi. Peut-être on n'est pas... Nous-mêmes, on n'est pas fermés. C'est pour ça, oui, c'est des deux côtés, je pense. Nous aussi, on a étudié, on a acheté des livres pour connaître. On était arrivé à Québec. Alors, l'histoire de Québec, comprendre qu'est-ce qui se passe, le carnaval de Québec. C'est faire ton effort. Et je pense que lorsque tu fais ton effort, bon, tu vois les résultats aussi. Je me fais des amis sur la base de ressemblance. Si on partage vraiment les mêmes valeurs, c'est correct, on est des amis. Sinon, je ne vois pas vraiment le côté nationalité. J'ai des amis de partout. J'ai des amis colombiens, québécois, canadiens, on va dire, parce que j'ai des amis qui viennent de l'Alberta, de Toronto. J'ai des amis maghrébins. Pas de problème. Belges, français, pour ne pas oublier. Ouais. Je pense que quand les gens ils trouvent un milieu de vie, de travail où ils trouvent leur compte, c'est des gens, il faut quand même le dire, quitter tout ton chez-toi, dire adieu à une vie stable, heureuse. C'est pas tout le monde qui fuit des guerres. Il y a des gens qui étaient quand même bien professionnels, entourés de leur famille, leurs amis. Mais toutes les saisons de côté pour aller à l'aventure, c'est quand même, il faut avoir une force de caractère, une persévérance. Donc, je te dirais que les gens qui décident de venir pour s'enraciner, que pour eux, c'est un mode de vie, pas juste un emploi, c'est pas juste le standing social, pas la réussite nord-américaine ou américaine, mais vraiment le fait de trouver une qualité de vie. Et c'est beaucoup de gens que nous, on a fait venir, des professionnels, qui ont pu trouver une belle carrière ici. J'ai regardé, par exemple, quelqu'un qui vient de la France, qui est infirmier, Maria, une ingénieure industrielle qui est péruvienne, elle. Sont ici pourquoi? Parce que c'est ici qu'on peut faire une vie des familles qui cherchaient. Ils travaillent dans leur domaine tous les deux et ils ont acheté leur maison. Ils sont ici à Saint-Joseph.
Donc quel bonheur. Et oui, c'est vrai qu'on peut avoir ça aussi dans notre pays d'origine. Mais, comme je t'ai dit, on pense aussi à nos enfants. On pense aussi à l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que tu as gardé de ta culture? Ah, mais je suis, comment dire, j'ai gardé tout parce que le français, oui, je l'avais déjà. Donc, c'est sûr que je suis contente de continuer de parler français. Ça ne m'intéressait pas d'apprendre, de vivre en anglais chaque jour, par exemple. Et puis, c'est sûr que la musique, la nourriture, de plus en plus, par exemple, à Saint-Hyacinthe, il y a des épiceries africaines. Donc, oui, je te dirais que j'arrive ici à vivre un petit peu comme, pas à 100%, mais quand même, j'arrive à toujours vivre ma culture ici. Ce sont nos racines. Les fêtes, par exemple, ça, on les célèbre. Les costumes traditionnels, à chaque occasion, j'aime ça, montrer à mes amis nos habits traditionnels, la musique, la langue, ou les langues, parce que c'est un pays quand même riche, l'Algérie. Du Venezuela, dans mon quotidien, il y a un plat, c'est comme le pain de chaque jour qui s'appelle arepas, qu'il fait avec la farine de maïs. Ça, c'est notre... Je pense que je fais plus d'arepas ici depuis que je suis au Québec qu'au Venezuela. Ça, c'est une réalité. Et le meilleur des choses, c'est que le produit avec la marque qu'on connaît, on le retrouve ici depuis le départ. En 2009, quand on arrivait, c'était moins présent. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est tellement... Même à l'épicerie, on le trouve. Et puis, on a des épiceries quand même ethniques, donc c'est très accessible. Je dirais la banane plantain, par exemple, on la trouvait quasiment pas à l'épicerie. Mais aujourd'hui, on est capable de la voir partout. En tout cas, je pense que le monde s'adapte pour vraiment rendre la vie assez facile et puis adapté aussi aux nouveaux arrivants. Mais tu manges quand même probablement plus de pizza et de hamburgers ici qu'en Côte d'Ivoire? Ah oui, il y en a plus. J'essaie de moins en manger, mais c'est sûr que on s'ajuste un peu. Mais on trouve maintenant dans toutes les épiceries, à Saint-Hyacinthe par exemple, de la banane plantain, du piment fort, des choses qu'on mange chez nous qu'on trouve aussi ici, de plus en plus. Par rapport au Québec, bon, une poutine, nous on a la famille à Costa Rica, alors on amène la sauce pour faire la poutine. Oui. Et partout on le montre. Ouais, son frère qui est en Floride, à son neveu, il prépare la poutine. Avant on ne connaissait pas ça. Oui, ça c'est nouveau et on partage ça. C'est tellement bon vraiment. Surtout avec le fromage. Oui, le fromage cuit-cuit. Oui, puis j'imagine que tu n'avais pas mangé souvent de poutine en Côte d'Ivoire. Jamais. Je l'ai découvert, je dirais, ici par mes collègues. Oui, la poutine, je l'ai mangée la première fois, effectivement, à Saint-Hyacinthe. Oui. C'était comment? Belle découverte. Différent, mais c'est une belle découverte, oui, oui. L'alimentation, c'est différent comme notre pays, oui. J'ai mangé juste du poutine. Poutine, du Québécois, oui, c'est bon. Bon, j'aime le poutine. Bon. Oui. Parlez, toi? On est des ambassadeurs de la poutine. Honoraires de la poutine, de la culture québécoise. Surtout de l'ouverture d'esprit, de la joie de vie. Parce que vraiment, je pense que les Québécois aiment beaucoup être heureux, profiter de la vie. Et ça est vraiment proche à Venezuela. Pour l'interculturalisme, pour moi, à mon avis, l'amour, la musique, il n'y a rien qui pourra nous rapprocher comme la musique. Si on peut danser ensemble, on peut vivre ensemble. Parce que même si on ne parle pas la même langue, même si on n'a pas la même culture, si on se met à danser, c'est correct. On peut vivre. La première année, je pense qu'on a eu 35 personnes qu'on a amenées parce qu'on a commencé à la mi-année. Donc, on n'avait pas fait une année. Après, on a augmenté à 100, même pas 75 personnes. Année 2018, on a eu 599 personnes. Et je pense que cette année, on s'en va pour un autre record d'établissement. Ça va très bien. On est pas mal occupés. Moi, je dirais que Forum 2020, il doit rester. Pourquoi? Parce que la région, il y a tous les attraits pour attirer une population.
Les gens qui arrivent à Montréal, et en plus avec les nouvelles politiques qui s'en viennent, avec Arima et avec tout ce que le gouvernement est en train de mettre en place, je pense que Saint-Hyacinthe, il y a déjà une belle structure pour accueillir, pour intégrer des personnes issues de l'immigration. Et ça va être qu'en croissance. Et je pense que nos Mascoutins peuvent être fiers parce que ça se passe bien. On ne peut pas dire qu'on vit des problématiques. On ne vit pas ça se passe à Montréal. On est complètement différents. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas dans les médias. Beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Puis, une des choses, par exemple, c'est cette disparité des services offerts par catégorie d'immigration. Alors, pour ça, on travaille très fort. On travaille beaucoup à sensibiliser les élus, comme sensibiliser la population, briser quelques mythes. Techniquement, du côté technique, excuse-moi, c'est ça. De l'autre côté, il y a la sensibilisation. Puis dernièrement, ce qu'on a vu et qui nous inquiète beaucoup, c'est cette question de problème de manque d'emploi égale immigrants. Alors, c'est comme si on avait ouvert nos portes juste pour pouvoir combler des postes. Ça nous inquiète parce qu'une personne est un univers. Hein? Alors, quand une personne arrive dans son emploi, s'il n'est pas bien intégré, s'il n'est pas bien informé, s'il n'est pas capable de comprendre, s'il n'est pas capable de s'adapter à cette culture organisationnelle, bien, c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de problèmes, pas seulement dans son environnement de travail ou pour l'employeur, mais aussi dans la société, des personnes qui ne reçoivent pas les services santé nécessaires, des personnes qui ne sont pas bien informées de leurs droits, etc. Alors, beaucoup de sensibilisation de ces côtés-là, mais on est très content que les employeurs sont à l'écoute, veulent vraiment intégrer ça dans une vision de responsabilité sociale corporative. Quand tu as choisi, parce que c'est un choix qu'on a fait, lorsque tu fais un choix, tu vis avec la réalité de ce choix. Et alors, c'est ça que nous, on fait, mais c'est sûr que c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Ici, à Saint-Hyacinthe, peut-être c'est une ville plus petite que Québec, alors nous, on le sent plus. Je sens que c'est plus accueillant, c'est plus... Les entreprises sont plus habituées à la diversité. Culturelle. Oui, tu trouves un peu de tout. Mais il y a toujours, il faut continuer. Québec a gagné une personne bien éduquée, disciplinée, qui veut travailler, sérieuse. Et puis lui, il a gagné la liberté, la souveraineté et un mode de vie extraordinaire. Fait que c'est une balance. C'est win-win. C'est comme tous les immigrants pour une nouvelle vie, une meilleure vie, parce qu'ici, on n'a pas un plafond pour nos rêves. Nos perspectives sont grandes, nos rêves sont grands, on a tout l'appui nécessaire, on a tous les outils nécessaires pour réussir parce qu'ici, on encourage les gens pour la liberté aussi, la liberté d'expression, la liberté de vivre. C'est vraiment merveilleux. Et j'ai décidé de vivre et de mourir dans le Québec et pour le Québec. Il y a le sirop d'érable là qui coule. Est-ce que tu es ici pour rester ou tu voudrais retourner un jour en Côte d'Ivoire? J'ai la famille en Côte d'Ivoire. J'aimerais quand même aller les voir, oui. Mais ici, c'est sûr qu'on est là pour rester, nos enfants sont là. Bien, on est là. C'est quoi l'intérêt, tu penses, de venir à Saint-Hyacinthe? Si tu avais à vendre Saint-Hyacinthe à des amis, pourquoi tu dirais ici plutôt que Montréal, Québec, les grandes villes? Bon, je demeure ici à Saint-Hyacinthe depuis 10 ans. Et je suis restée ici à cause du travail. J'ai eu des opportunités de travail ici, des opportunités intéressantes. Et aujourd'hui, je travaille pour une très belle entreprise. Je suis très contente. C'est Jeffro Nutrition. Donc, c'est beau, c'est proche. Et en fait, je fais longtemps le voyage Saint-Hyacinthe-Longueuil.
pour notre travail, que c'était aussi très intéressant, mais le fait de travailler proche du travail, c'est super important et je suis très contente. J'ai des patins, puis je jouais avec mon ami Régis. C'est un Québécois, mais un vrai Québécois avec le sens d'humour québécois. Il n'arrête pas de me jouer des tours à la maison. Puis avec l'accent, là, j'ai appris l'accent québécois avec lui. Bar, grande métropole. Donc, c'est pas pour eux, c'est sûr. Il y a des gens qui cherchent plus des grands centres urbains, tandis qu'il y en a d'autres qui cherchent la vie familiale et plus tranquille. Mais je peux dire que la majorité des gens qu'on a amenés, c'est des gens qui sont enracinés. C'est qui est enrichissant. Moi, en tout cas, je suis très fière de vivre au Québec. J'adore vivre au Québec. Et je trouve que c'est une belle terre d'accueil. Si le Québécois est simple et pas compliqué, il est pacifique, ils sont aimables, ils aiment le monde. C'est juste enlever la petite barrière, les rassurer. Moi, je me dis, une fois que tu brises la barrière, l'autre est l'ami, l'autre est le collègue, l'autre est notre voisin. Donc, c'est juste savoir entrer dans la bonne manière. Personnellement, je ne pense pas. Au moins... Retourner? Non, de retourner. On a trouvé un bon endroit pour habiter. Et je pense qu'on va vieillir ici. Avant, dans les moments qu'on arrive, tout le temps on pense peut-être que dans les moments de la retraite, on va retourner. Mais dans ce moment, on pense dans les lacs, on va acheter les chalets. Avec que chaque fois, on est devenu plus d'ici et moins de là. Mais c'est vrai que ça va rester tout le temps avec nous les mix entre les deux cultures. Ouais. Si jamais je peux dire que je serai 100% québécois, parce que mon origine c'est différent, mais chaque fois, le pourcentage commence à être plus grand. Et à la question que tout le monde te demande, d'où tu viens? Je suis vénézuélien d'origine, mais masculin de décision, et on va devenir masculin à la fin aussi.